Vous n'appartenez pas ici, nous dit-on. Allez-vous-en chez vous ou venez chez nous. D'autres nous disent que nous appartenons à quelque chose qui n'existe pas. Une communauté francophone dans l'Ouest, c'est un mirage voué à disparaître. Mon Dieu, même pas 2% de la population, à peine 200 ans d'histoire, et ça diminue toujours. Vous savez, l'assimilation. Alors partons en voyage au nom de tous les 100 pays, à la recherche de ceux auxquels nous appartenons, vous et moi. Nous chercherons de chaque côté des rives de la vie le pays des origines, cet endroit merveilleux où l'on nomme les choses par leur nom, en espérant ainsi trouver les sources vives de notre appartenance et de notre culture. C'est l'histoire d'un voyage que je fais en votre nom. Il faut bien le dire, notre pays de l'Ouest est plutôt mal connu. Il est à l'image de ces villages francophones de la vallée de la Rivière-Rouge au Manitoba. Comme pendant les inondations de 1997, notre francophonie dresse, depuis 200 ans, des barrières de plus en plus hautes pour résister à la montée grandissante de l'assimilation. Une seule note positive de ce désastre pour ces nombreux villages, les médias francophones du reste du Canada découvraient enfin leur existence. C'est parmi ces francophones irréductibles que nous commencerons notre voyage. Dans le fond, il avait évacué Saint-Adolphe, Saint-Norbert, La Salle. Puis quand l'eau était vraiment à son plus haut, on ne voyait plus rien que le pignon. Il y avait à peu près 2 pieds de reste, là. Puis le restant était submergé, alors ça avait sorti la bâtisse de la terre. Lutter au pays de la Rivière-Rouge n'est pas nouveau pour Réal Sénérini, agriculteur et homme de théâtre. Lutter, ce fut le lot de ses ancêtres venus d'Europe en 1904. Ben, les parents de mon père sont venus d'Italie. Par la suite, le frère de mon grand-père, lui, est retourné en Italie. Mon grand-père est resté ici avec sa famille. Et puis, pendant les années 20, il allait retourner avec toute sa famille en Italie, lui aussi. Mais il a rencontré quelqu'un qui était fraîchement arrivé de l'Europe. Puis, ils ont parlé de la montée de Mussolini, puis du fascisme en Europe. Et puis, ça l'a convaincu de rester au Manitoba. Puis, en fin de compte, il n'est jamais retourné en Italie. Moi, on était à peu près les seuls fermiers italiens, je pense, dans la province du Manitoba, peut-être dans l'Ouest canadien. Alors, nous autres, on a été, en fin de compte, assimilés par les francophones. Il y a des jours où j'envie ceux qui appartiennent à une rivière ou à un fleuve. Quand ils regardent au loin, c'est comme s'ils voyageaient sur un cours d'eau tellement puissant qu'il a fait naître dans l'imagination des gens de magnifiques chants, une manière d'aimer la vie. En mars, la Rivière-Rouge, encore gelée, cache sa puissance. Elle est pourtant le personnage central d'une soirée toute spéciale dans le petit village de Saint-Jean-Baptiste. Les acteurs bénévoles de cette communauté de 800 personnes y présentent la dernière pièce de Réal Sénérini, Au rythme de la Rouge. Ici, on aime le théâtre. On n'a pas peur de faire 4 heures de route pour se retrouver entre francophones. On n'a jamais eu de temps de crever dans une pièce. Hein? C'est la première fois qu'on a une pièce qu'il y a tant de monde qui creve. On aurait pu acheter un cimetière. Puis... Oui, mais on passe à travers 200 ans aussi. Oui, bien sûr. Il faut qu'il y en ait qui crèvent. Oui, il faut. Tout à raison. Réal Sénérini a écrit une pièce pour marquer les célébrations du 75e anniversaire du Cercle Molière de Saint-Boniface, la plus vieille troupe de théâtre francophone au Canada. À Saint-Jean-Baptiste, l'occasion est différente, mais tout aussi spéciale. En offrant la pièce Au rythme de la Rouge à la communauté, Réal Sénérini souligne la longue tradition du théâtre communautaire au Manitoba. Vous avez une salle pleine. Parlez fort. Parlez fort. On n'a pas de... Parlez fort!
Annie, ma fille, tu auras toujours place près de moi. Tu es ma préférée et que tu reviennes seule ou avec les bras pleins de petits sangs mêlés, il y aura bonheur. Au rythme de la Rouge raconte l'histoire francophone de l'Ouest. Après la rencontre des Autochtones avec les voyageurs, il eut les Métis, puis vint l'Église et les émigrants francophones d'Europe, des États-Unis et du Québec. Tous ceux qui allaient vers l'Ouest à la recherche de la terre promise. Alors, c'est pas comme chez moi à Sainte-Agathe, d'abord. Oh, ben non, c'est bien mieux que ça. Vous n'avez pas peur des inondations? Oh, on n'en a jamais vu. Mais vous savez que ça inonde. Oh, c'est vrai que c'est arrivé dans le temps, mais ça fait bien longtemps de ça, puis non, ça arrive plus à cette heure. Comment ça? Ben, les pièces ne me rendent pas très, très riche. J'ai dit à quelques personnes déjà que dans le théâtre, j'avais trouvé peut-être le seul métier qui payait moins que la ferme. Un des plus grands plaisirs que j'ai à créer du théâtre, c'est de voir des jeunes, des enfants, s'apercevoir qu'ils ont un bagage d'une richesse incroyable, que leur identité comme franco-manitobain, comme Jean du Manitoba, cette identité-là est aussi forte, est aussi valable, est aussi précieuse que celle qu'on nous présente de façon quotidienne là, à travers des médias. Et pour revenir aux élections américaines, qui sont devenues plus intéressantes que les nôtres. Les ancêtres d'Étienne Gabory sont venus en 1889 participer à la construction du Manitoba francophone. L'expérience de leur nouveau pays est à la base des valeurs de cet architecte de renommée internationale qui a travaillé parmi de nombreuses cultures. Si la magie des plaines a fasciné de nombreux artistes francophones de l'Ouest, les œuvres d'Étienne Gabory redéfinissent cet immense espace. Cette présence du soleil et le jeu du soleil dans l'espace, dans le temps, sous ce grand dôme, qui est finalement la force et la majesté de ce paysage, c'est une source d'inspiration profonde. Ça a été une source d'inspiration pour Gabriel Roy, ça a été aussi pour moi une grande source d'inspiration à cause justement de cette puissance et de cette beauté et de cette splendeur qu'on voit autour de nous. Le Festival du Voyageur de Saint-Boniface est au cœur des nombreuses institutions culturelles dont se sont dotés les francophones. Étienne Gabory et sa famille ne manquent jamais d'y participer. Lieu de regroupement pour la communauté francophone, c'est aussi un lieu de partage avec les autres cultures présentes au Manitoba. Partager sa culture tout en gardant son identité est un défi constant pour les francophones autrefois menacés par les vagues d'immigration successives dans l'Ouest et aujourd'hui par l'assimilation. Au festival, les artistes franco-manitobains témoignent de cette expérience. Sur scène, Madrigal, un groupe créé et dirigé par Marie-Claude McDonald. Je pense que c'est important pour moi de m'ouvrir à d'autres cultures, puis de toucher à d'autres cultures. Ça me permet de partager ma culture francophone avec eux, puis
d'apprendre leur culture aussi. Ce que ça fait faire ce genre de choses-là, c'est que ça ouvre ce qu'on fait à un marché qui est plus grand. Puis les gens qui viennent nous voir sont touchés qu'on chante dans toutes les langues. Parce que peut-être quelque part là-dedans, on a touché à leur culture qui est autre que l'anglais qu'on connaît tous. C'est vraiment des poèmes japonais. Est-ce que tu te sens à l'aise d'écrire des poèmes japonais dans le contexte canadien ou est-ce que c'est pas... Partager ce pays et savoir vivre avec l'autre est aussi une des valeurs fondamentales d'Étienne Gaboury. On a essayé d'être ouvert. J'ai ma fille qui a marié un Africain. Moi, j'ai trouvé ça merveilleux. J'ai un autre fils qui a marié une Canadienne d'origine chinoise. Et ça aussi, j'ai trouvé ça très, très beau. Alors, nous, ça nous a enrichis énormément. J'ai aucun problème. Et non seulement j'ai aucun problème, mais j'aimerais bien voir la société évoluer dans ce sens-là, qu'on ait cette ouverture. On pourrait éliminer tous ces conflits qu'il y a dans le monde parce qu'on se pense soit supérieur, ou bien qu'on veut garder, qu'on le protège, ou bien on a une insécurité. Partager cette terre n'a pas été facile pour les francophones de l'Ouest. Trouver leur place dans la francophonie nationale pose aussi un grand défi. La Révolution tranquille et la menace de séparation du Québec les obligent à définir leur propre vision culturelle. Travailler de toutes nos forces à faire du Québec une patrie qui va être plus que jamais la patrie de tous les Québécois qui l'habitent et qui l'aiment. Mais c'est aussi l'époque Trudeau. Le mécanisme de renouvellement de la Constitution et nous n'arrêterons pas avant que ce soit fait. Le bilinguisme officiel permet aux communautés de l'Ouest de se doter d'institutions culturelles. C'est l'époque de la lutte pour les droits. Et souvent, l'artiste est un champion de la cause communautaire. Aujourd'hui, au Manitoba, cette vision a changé. Raymond Hébert, politicologue au Collège universitaire de Saint-Boniface. Chose intéressante au niveau des thématiques, c'est qu'on a quitté la thématique étroite du type du minoritaire assailli de toutes parts, qui essaie désespérément de maintenir sa langue et sa culture, la mentalité de la survivance. Alors tout ça, je pense, a été abandonné assez tôt par les artistes franco-manitobains, notamment. Et ces artistes-là, ces écrivains surtout, se sont projetés immédiatement dans des thématiques universelles. Donc, ils ont contourné toute la question dite nationale, toute la question même dite minoritaire, pour s'insérer carrément dans un contexte universel et en adoptant des thèmes universels. Et c'est le cas, par exemple, de certains de nos plus grands auteurs ici au Manitoba français, Réal Sénérini en théâtre, Roger Léveillé, des gens comme ça qui ont tenté de transcender leur milieu et qui ne se préoccupent même pas de la question de la métropole, c'est-à-dire de Montréal ou de Québec, mais qui s'insèrent carrément dans une littérature universelle. J'écris, c'est une fin en soi. Choisis, la page un jour se faufile par les plis de son tissu. Velours des roches humides, soie du vent, divan lit. On échange nos peaux. Ton sexe prend de l'encre, mon sexe se dispose. Puis on écarte tout ça pour mordre dans le melon de l'eau. L'iguane se mêle à l'écorce de l'arbre. L'exil du paradis, j'y suis. L'écriture me conduit. L'écriture, c'est comme la peinture. On prend une couleur, on la met sur le tableau, puis on va voir ce qui va arriver. L'écriture, c'est tout à fait la même chose. Mais il y a longtemps que j'ai oublié l'illusion du poète maudit qui est toujours après lutter contre, je ne sais pas moi, quelques défauts dans l'univers. Je pense qu'il y a si peu de gens qui parlent du plaisir puis du bonheur que quelqu'un devrait en parler. Soif de bonheur ne veut pas dire égoïsme chez Roger Léveillé. Son œuvre parle d'un monde que certains jugent inaccessible. Il a pourtant les pieds sur terre quand il s'agit de promouvoir la littérature franco-manitobaine. Son implication dans les éditions du Blé
résultera notamment dans la publication d'auteurs comme Marc Prescott ou Lise Gaboury-Diallo. Il reste pourtant un imposant défi, que toutes ces œuvres soient plus connues, surtout dans les écoles. Je veux dire, si on n'étudie pas notre propre littérature, si on n'écoute pas nos propres musiciens, si on ne va pas voir nos propres artistes, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Ça sert à rien d'aller chercher ailleurs. Puis moi, je suis convaincu que ça existe ici. Saint-Laurent. Le vent est vague sur la plage aujourd'hui. Hier, tu es parti encore une fois dans ma mémoire pour revenir. Je m'assombris en remontant la grève et la chute de terrain, la première de toutes. Puis dans l'herbe à mes pieds, papillon. Papillon, papillon. Et la frivolité de l'univers est splendide. Saskatchewan, pays des cieux immenses, une province où la francophonie est essoufflée et où les fermes familiales disparaissent une à une. Nous habitons au milieu de gens qui n'acceptent pas toujours notre indifférence. Et c'est pour cela que nous sommes devenus invisibles. Nous appartenons peut-être au désir et à la lutte que nous menons pour appartenir, au combat renouvelé chaque matin pour être quelque chose que nous devons créer comme ça, avec rien. Nous appartenons peut-être au désir d'être. Les montagnes du Dakota, et l'argent de plus capable, et le goût de repartir, mais t'arrives pas à t'en sortir. L'envie, tu peux changer de vie, de ville, de femme ou de métier. T'enfuir sur ta moto, et t'arrives jamais à changer de peau. T'arrives jamais à changer de peau. T'arrives jamais à changer de peau. Changer de peau et quitter son pays sont des questions qui se posent aux artistes de l'Ouest. Michel Marchildon a quitté la Saskatchewan pour tenter sa chance à Montréal. Quand il repasse à Regina, son père débouche, selon la tradition, une de ses fameuses bouteilles de vin de framboise. Bon, moi, j'en prendrai pas trop. Du vin maison, hein? Du vin maison. Santé. Santé à notre belle rencontre. Oui, c'est le fun de visiter. Santé, Marie-Ève. Le rêve, c'est de pouvoir chanter. Puis c'est comme quelqu'un qui me disait, qu'est-ce que tu fais comme profession? Puis je disais, bien, j'ai été chercheur. Puis il disait, ben, qu'est-ce que tu cherchais? Ben, je cherchais à chanter. C'est ça que j'ai essayé de faire. Sauf qu'ici, il y a tellement plus de francophones qu'on ne peut pas vivre même à moitié de ça. On va voir ce que ça va donner. Si petit, l'oiseau fait son nid ou bien s'envole vers le sud où il fait chaud. J'aime beaucoup ça. Depuis que je suis arrivé là-bas, j'ai comme une différente impression. Sortir de la minorité, ça m'a fait un bien parce que j'habite Montréal. Il y a plein de francophones, il y a plein d'artistes. Mais je me sens comme si je fais partie de tous les francophones d'Amérique. Tandis que quand j'étais ici, en Saskatchewan, je faisais partie des Fransaskois. Puis on est très peu nombreux. Je sais pas, j'aime le fait de me sentir comme si je fais partie de quelque chose de plus grand. Ça me donne une plus grande énergie. Puis cette énergie-là me permet de travailler sur ce qui m'intéresse, qui est l'Ouest francophone. Et tout ce qui comprend l'identité des francophones d'ici. C'est pas une contradiction de partir, de quitter son pays pour aller vivre l'Ouest sur la rue Saint-Denis, je pourrais dire. Ouais. C'est dur parce que, d'une façon, les gens sont un peu culpabilisés, ceux qui quittent l'Ouest, qui vont au Québec ou en France ou ailleurs. Mais non, moi j'ai l'impression que si on garde l'Ouest dans notre cœur,
Et puis dans notre œuvre, peu importe si on est à Tokyo ou à Bangkok ou à Paris ou à Montréal, on reste françaiscois, on ajoute des éléments à l'identité de l'Ouest qui peuvent servir aux autres qui s'en viennent derrière nous ou devant nous, peu importe comment on le voit. Là. Je pense que c'est ça qui compte. Michel Marchildon reviendra-t-il en Saskatchewan, vivre son espoir d'offrir aux jeunes une francophonie vivante? Pourra-t-il réaliser ce rêve qu'ailleurs on compare à un Ouest qui n'existe plus? Cette nuit, je rêve d'une Trans Am noire. La Trans Am est garée devant le cimetière du village. Le soleil étale ses rayons et se prépare à dormir. Les oiseaux s'envolent vers le sud. J'aperçois la silhouette de l'inconnu devant une tombe défraîchie. Les talons noirs décollent du cimetière dans un crissement de pneus et un nuage de poussière. Près de l'entrée, je lis gravé dans la pierre. Ici gît Zénon le moine, le dernier bison. Joe Fafard n'a pas eu à quitter la Saskatchewan pour devenir un des sculpteurs les plus réputés en Amérique du Nord. Le Jardin de l'Esprit est une œuvre importante dans sa longue carrière. Elle parle de l'histoire des peuples, du chaos que vit notre société, de la guerre, de la nature et des arts. C'est une invitation à la réflexion au début d'un nouveau millénaire. Dans le Jardin de l'Esprit, j'essayais de tout ramener ça ensemble dans une espèce de tableau qui ne peut pas expliquer tout, qui ne peut pas tout inclure, mais qui essaye d'inclure entre les espaces tous les souvenirs de la personne qui assiste à cette pièce. Essayer de laisser autant d'espace que possible dans les marges pour que les gens puissent écrire leur propre histoire là-dedans. C'est pas d'essayer de dire aux gens quoi ou de prêcher, c'est de leur laisser la chance de participer à l'acte de création. J'étais enfant sur une petite ferme en Saskatchewan, dans une grande famille, et puis d'un âge très tendre, j'ai commencé à dessiner à l'âge de 3-4 ans. Et puis ma famille s'est aperçue que je dessinais d'une façon un peu plus avancé que quelqu'un de mon âge. Fait qu'ils ont commencé à m'appeler l'artiste de la famille. Puis c'est venu comme ça. J'ai juste cette idée-là que moi j'étais un artiste, puis que les autres ne l'étaient pas. Sur la ferme familiale au cœur de la Saskatchewan francophone, ses parents lui ont raconté ce qu'ils ont vécu dans les années 30. La dépression, la famine, mais aussi l'importance de l'entraide. Il y a acquis le respect de la terre, un sens de justice et son humanisme. Il est le produit d'un pays dont les valeurs sociales ont profondément marqué le Canada. Aujourd'hui, on a encore ça, mais on est dans une situation que le temps change beaucoup. Un nouvel esprit global, ça nous laisse un peu de côté. Puis on perd toujours un peu de démocratie, un peu de pouvoir pour servir quel besoin, je ne sais pas. C'est peut-être la plaine qui nous a façonnés, tricotés. Comme la mer touche la vie de ceux qui l'aiment, ainsi la plaine est notre mère à nous. Elle nous a montré à regarder loin, à regarder haut, à cause de ce ciel qui la recouvre. Elle nous a montré à vivre seule, à courir dans le vent et toujours, toujours, à garder sa place et à l'occuper fièrement.
Bonjour et bienvenue à cette célébration qui marque une étape très importante dans la vie de la communauté francophone catholique d'Edmonton, c'est-à-dire le greffage de la paroisse de l'Immaculée Conception à la paroisse de Saint-Thomas d'Aquin. En Alberta, la religion catholique et la francophonie vivent des moments difficiles. Ces deux paroisses doivent se regrouper car les prêtres se font rares. Ici non plus, rien n'est acquis. Bien qu'elles prennent d'autres visages, la lutte est constante. Est-ce qu'on leur fait chanter les couplets? Est-ce que tu chantes tous les couplets? Je pensais que ce qu'on pourrait faire, c'est pour le Vivre sa francophonie à Edmonton impose une vie de superwoman à France Levasseur-Ouimet. Elle écrit des pièces de théâtre, elle compose de la musique avec sa fille, participe au choral, cherche à rendre confiance à ceux qui perdent leur français, tout en enseignant à plein temps à la faculté Saint-Jean. Pourquoi tout ça? C'est important dans une communauté minoritaire. Quand tu as un talent, il faut que tu l'utilises. On n'est pas nombreux. Par définition, une minorité, ça veut dire qu'on n'est pas nombreux. Alors, si tu joues le piano, il faut que tu joues le piano. Avec la capacité de faire quelque chose, il y a le devoir, je pense. Et puis, on devient des hommes et des femmes orchestres. On est obligé de faire plusieurs fonctions, de remplir plusieurs fonctions. Et puis, parce que je suis très attachée à ma communauté, j'ai vraiment un sens d'appartenance très développé. Une partie de ma vie très importante, c'est le sens d'appartenir et d'apporter quelque chose à la communauté. On parle beaucoup d'assimilation linguistique, puis évidemment, ça existe. Puis c'est très fort, puis on regarde les ravages que ça a créé dans nos communautés. Mais moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est ce que j'appelle l'assimilation culturelle, où les grandes valeurs de la société majoritaire viennent et entrent de façon imperceptible dans nos communautés, dans nos foyers. Et puis, on perd le qui on est. Et puis ensuite vient la perte de la langue. Une de ces valeurs-là, c'est le bénévolat. Les communautés francophones ont besoin de garder ce bénévolat. C'est difficile parce que la société de nos jours n'encourage pas beaucoup le don de soi, le don de son talent, etc. C'est pas quelque chose qui est à la mode. Mais ça fait partie de nous, c'est une de nos grandes valeurs. Puis je pense que c'est quelque chose qu'il faut donner à nos enfants pour encourager nos enfants de se donner, de donner de leur temps, de leur talent, etc. Ah, je vous veux beau, là. OK? Ah, puis regarde! J'ai-tu des beaux sourires? Ah, ça fait ma journée. Hein? Hier coule dans mon âme, je dis chante, parle, dis-moi qui tu es, dis-moi d'où je viens, chante, parle, dis-moi tes rivières, dis-moi tes misères, peuple parle-moi de toi. Peuple parle-moi de toi. Malgré tous ces efforts, une grande question se pose aujourd'hui. N'est-on pas en train d'offrir aux jeunes une culture dépassée? Je pense que nous sommes vraiment à un moment clé dans notre histoire. Comme je disais tout à l'heure, ça nous a pris 100 ans pour les gagner, ces écoles-là, on les a maintenant. Mais on est vraiment à un moment où ça peut aller d'un côté ou de l'autre. On a les écoles, qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur pour que nos enfants, qui ont des choix importants à faire, entre une culture ou l'autre, qui fassent le choix qui va permettre à la communauté de continuer à exister. Est-ce qu'on va être capable d'aller chercher cette génération-là qui a maintenant va profiter de l'école française et puis leur donner le goût de dire oui, je suis francophone. Je suis francophone, puis le dire tous les jours. Le pays de Cristal Plamondon et de son fils Nelson, c'est le Canada des cartes postales. Leur identité et leur culture bilingue sont tout aussi canadiennes. Ici, la cohabitation est inévitable et passer d'une langue à l'autre, la seule option. Le mien, il est plus beau, voilà le bon. Non. Mon show est 90% en français. Et juste parce que, je sais pas, les chansons que j'écris, les idées me viennent en français. Et des fois, à moitié en anglais, à moitié en français. Mais plus en français, je trouve que
je suis plus capable de m'exprimer, même si mon français est comme pas le français du Québec ou la France, c'est un français comme, je sais pas, un français de l'Ouest. Et je dis les mots que j'écris comme dans la langue que moi je parle, c'est franglais, un petit peu en anglais, un petit peu en anglais, en français, en anglais. Et j'ai jamais un problème avec les anglophones parce qu'ils aiment ça. J'explique mes chansons, ce qu'ils veulent dire et ils trouvent ça le fun. Ils trouvent que ça leur donne un petit peu de culture et ils sont vraiment ouverts aux Français. Et je viens de l'Ouest, ils aiment ça. Cristal Plamondon a appelé un de ses disques compacts « La rousse farouche ». Farouche, à l'image de ses ancêtres, des pionniers franco-américains, les tout premiers à défricher le nord de l'Alberta et y créer le village de Plamondon. 1908, mon arrière-grand-père Joseph, le père Joe, il est venu des États-Unis, Michigan, pour établir une communauté francophone catholique parce que tous ces garçons et filles mariaient à des anglophones. Pendant que moi je grandissais, il y avait beaucoup plus d'anglophones et comme moi, j'avais peur de parler ma langue et j'avais honte de parler en français. Et donc pour moi, ça c'était la chose plus importante de chanter en français parce que je voulais garder le rêve de mon grand-père en vie d'avoir des enfants qui parlent en français et pour aussi promouvoir comme ma langue et mon village et qu'il y avait des francophones dans l'Ouest. Après tout, le français, c'est la langue parfaite en Alberta pour parler avec son fils Nelson de son dernier rodéo. C'est vraiment bon jusqu'à temps qu'il a tourné. Puis là, de là, il t'a frappé dans la tête? Ouais. Oh. C'est pour ça que t'aimes pas ça que je crie. Ben, c'est correct. Je peux pas t'entendre, mais c'est bien quand même. Cristal Plamondon a aussi essayé de faire carrière à Montréal. Elle a d'ailleurs une histoire à raconter aux artistes qui veulent y déménager. Ben, en 97, j'ai eu la chance d'animer la première émission country en français en Amérique du Nord. Moi-même et Bourbon-Gontier et à Musimax. C'était tout nouveau le poste. Et on faisait l'émission qui s'appelait Country Max. Sauf que les gens à Montréal trouvaient qu'ils voulaient entendre la musique country, mais ils ne sont pas intéressés à ce qui se passait dans l'Ouest. Donc, éventuellement, après 6 mois, ma job était finie. Vous avez déjà regardé au fond des yeux de ceux qui aiment la mer? On y voit le reflet de la lumière sur les vagues, je vous jure. Ceux qui aiment la mer promènent avec eux dans leur âme, leur bagage, leur enfance et dans leurs souvenirs le goût du sel, le vent du large et les cris de la mer qui luttent contre la plage. On appelle Vancouver la porte du Pacifique. De nombreux immigrants et bon nombre de Canadiens y commencent une nouvelle vie et donnent à cette ville des allures d'éprouvette sociale. La communauté francophone est aussi une mosaïque culturelle. Aux voix provenant de toute la francophonie canadienne se mêlent des accents européens, africains et asiatiques, ainsi qu'une touche locale. La rencontre des cultures, c'est la réalité de Pierre Imbert et d'André Thibault, qui ont formé le groupe musical Cordes en folie. Ah oui, c'est ma tournée. C'est ta tournée, quoi. Je vais être obligé de me faire crédit parce que j'ai... Non? Oh, tu veux m'essayer pour voir ça? Ah, je sais que t'es un homme très raisonnable. On va faire ça comme ça. André Thibault, natif de Montréal, est arrivé à Vancouver il y a plus de 20 ans. Il est fasciné par le flamenco et la musique arabe. Pierre Imbert, natif de Lyon en France, est un maître de la vielle, un instrument français qui remonte au Moyen Âge.
Mais que trouve-t-il à Vancouver? Depuis une quinzaine d'années, il y a eu un influx de musiciens de partout dans le monde qui sont ramassés, transplantés ici. De très bons musiciens, tu sais, comme Pierre, c'est un très bon violiste. Il y a Celso Machado du Brésil, Chu Shahe de la Chine, Pepe Dan, c'est plein de très bons musiciens qui habitent ici. Et puis, on travaille ensemble. On forme toutes sortes de groupes, toutes sortes d'atmosphères. Alors, pour moi, ici, c'est un échange de culture et puis c'est une ville assez spéciale, quoi. On est tous un petit peu des immigrés. Et ce qui fait qu'il se passe quelque chose ici, musicalement, entre ces gens-là, qui amène une partie de leur culture, de certaines racines musicales. Mais il y a une espèce de fusion. Il y a un mouvement musical qui est assez unique à Vancouver, comparé au reste du Canada, même au reste de l'Amérique du Nord. Je dirais un espèce de mouvement qui commence à vraiment être fort et à s'établir. Quand on joue d'un instrument comme la vielle, notamment en France, il y a un héritage tellement lourd, c'est un instrument traditionnel, médiéval ou baroque ou je ne sais quoi, qu'on a quand même quelque part, moi je me sentais un petit peu limité ou coincé, pas techniquement, mais simplement sur un plan mental. En arrivant ici, je veux dire, je suis absolument libre de faire ce que je veux. Je me sens léger. Et ça, sur un plan créatif, c'est bien. Ma copine Chusha est musicienne, elle vient de Chine. On a beaucoup d'amis que, c'est ça, ils ont fait des rencontres ici, puis ils ont découvert une nouvelle vie, quoi. Comme ça, on se sent libre. Oh, too late! Beneath you. Finish. Ah, yes, sir. Finito. C'est aussi cette liberté qu'Isabelle Longnus est venue trouver sur la côte ouest après son départ de sa ville natale de Marseille il y a 7 ans et un bref séjour à Montréal. Le vent a poussé, je me suis retrouvée ici, puis ça a été comme un défi. Je me suis dit, je suis ici, je suis bien, il fait bon vivre à Vancouver, je vais essayer de faire carrière ici. Et c'est du boulot, c'est peut-être beaucoup plus de boulot que si j'étais à Montréal. Et souvent, on m'a dit, Isabelle, pourquoi tu ne déménages pas? On t'attend. Ou alors, si tu étais là, tu aurais peut-être fait plus souci. Mais je pense que ça commence à porter fruit. Et je vis ici, j'habite ici. That's organic Levain, which has 20% whole wheat. Okay. Sourdough as well. Thank you. I love organic bread. Mais c'est vrai que les gens me disent souvent, t'es folle, qu'est-ce que tu fais à Vancouver? Mais il y a tellement de choses et le soleil brille à Vancouver. Ok, un micro chacun. Allez. Attention, là, tu ne me tombes pas des mains, au prix que ça coûte. Être à Vancouver pour Isabelle Longnus, c'était arriver sur une autre planète. Arriver sur une autre planète, c'est d'ailleurs le thème central de son opéra rock intitulé « Le soleil brille à Coquitlam ». Il parle de la difficulté de s'enraciner et de faire face à l'inconnu. Pour monter dans l'Ouest ce spectacle de 13 chansons, il fallait énormément d'audace. Il est certain que quand on est artiste francophone et qu'on vit dans l'Ouest canadien, même pour les gens de l'Ouest canadien, il faut démontrer qui nous sommes. Il faut prouver que ce qu'on fait ici, c'est de qualité égale ou même supérieure à ce qui se fait ailleurs. Et ça, c'est le défi. Dans l'espace francophone multiculturel de Vancouver, Isabelle Longnus a un autre objectif, rejoindre les jeunes et offrir une alternative à la nouvelle génération francophone fascinée par le chant des sirènes du Sud. Je pense aussi que c'est important pour les communautés francophones de pouvoir avoir des modèles actuels de ce qui se fait. Et moi, si j'avais des enfants, je n'ai pas d'enfants, mais si j'avais des enfants dans les écoles de la Colombie-Britannique ou de l'Ouest,
J'aimerais que mes enfants puissent écouter de la musique qui vienne du lieu où ils vivent, d'une part, et de la musique qui les touche, une musique qui avance avec eux, qui grandit avec eux. Et ça donne une identité aux jeunes francophones qui habitent dans l'Ouest canadien. Ça montre qu'il y a des modèles, qu'il y a des gens qui font ce qu'ils aiment. Et ça, je pense que c'est primordial. J'ai visité plusieurs pays en votre nom. Je suis retournée aux sources et je reviens la tête et les bagages remplis d'images que j'ai ramassées en route. Du pays de l'enfance, je rapporte la lumière. Du pays de ma mère, je rapporte un goût de plaine. Et du pays de mon père, je rapporte l'amour de la terre. Du pays de ma communauté, je rapporte le nom de mon pays, de notre pays de l'Ouest. Je vous les offre. Malgré toute sa générosité, la culture francophone de ce pays de l'Ouest est aujourd'hui à la croisée des chemins. Elle est prise en tenaille par des forces dont elle n'a pas le contrôle. Contrairement à la francophonie majoritaire, cette culture n'a pas le luxe d'être juste un spectacle ou un divertissement communautaire. Les jeunes ont trop besoin de modèles. Le temps d'être muet est fini. On a passé bien des années à lutter pour avoir des choses, des institutions, etc. Puis là, je pense que c'est le temps de vraiment meubler ces institutions de l'intérieur et puis donner la chance aux gens de se dire, de se parler, de s'écrire. C'est difficile parce que les gens, moi j'ai parlé de mon petit village, Fort Kent, les gens de Fort Kent vont me dire, ah vas-y toi, tu parles bien français, nous autres on a perdu notre français. Alors, les gens ont peur de se raconter, les gens ont peur de s'écrire. Puis il va falloir trouver les moyens de les encourager, puis dire, tu sais, les fautes d'orthographe, c'est pas un problème. Ce qui est important, c'est le message que tu as à dire. Puis le temps presse. Je pense qu'une culture, c'est d'abord toute cette expression de soi-même qu'il faut aller demander aux gens de donner, de dire, d'écrire, de chanter. Facile à dire, beaucoup plus difficile à faire. D'abord, la vie de nos artistes est loin d'être simple. Les communautés, dans leur lutte éternelle contre l'assimilation, voient l'artiste comme un porte-drapeau. Doit-on leur faire porter cette responsabilité? Souvent, la communauté francophone s'attend à avoir une expression canadienne-française et qui reflète notre communauté. Alors, la question se pose, c'est quoi une expression canadienne-française? Alors, surtout en architecture. Alors, ce qu'ils font souvent, c'est qu'ils vont aller chercher des expressions québécoises ou même des fois françaises, alors qu'on a une expression architecturale qui est propre à cette section du pays. Par exemple, les prairies ont déjà une architecture très... Mais comme francophone, on s'attend que comme l'architecte devrait exprimer la communauté francophone d'une façon littérale. C'est pour ça que l'opéra rock, le Soleil brille à Coquitlam ou le spectacle que je fais, le Vol 69, n'est pas un spectacle porte-drapeau. Je ne voudrais vraiment pas que les gens disent le Soleil brille à Coquitlam, on va lui mettre le drapeau franco-colombien dessus et on va le faire voyager ailleurs comme un petit objet touristique. Si ça doit arriver comme ça n'arrivera jamais parce que je ne laisserai jamais le spectacle partir de cette manière-là. Il ne faut pas que l'artiste devienne le porte-drapeau d'une communauté et qu'il soit carrément à son service, alors que l'artiste a ses choses à dire. Et oui, si on laisse l'artiste parler, être ce qu'il est, il va pouvoir s'insérer dans sa communauté et là, être le représentant d'une francophonie internationale. Dans ce cadre-là, oui. Mais pas demander toujours à l'artiste d'être le porteur de drapeau sans vraiment aller aider l'artiste à son développement artistique et dans sa démarche artistique. Je suis esclave de la musique,
j'existe, car pour un bref instant, je vis en dedans. La question que soulève Isabelle Longnus est fondamentale. Donne-t-on vraiment une chance à ces artistes dont on a tellement besoin? Entre le besoin et le désir, entre le cri et le soupir. Marie-Claude MacDonald aide la communauté artistique en montant sur scène avec des artistes comme Dominique Reynolds, Brigitte Sabourin ou Edmond Dufort. Par contre, elle a eu peu de support de la communauté pour produire son dernier album. Elle accepte de payer ses propres factures, mais comment peut-elle passer du divertissement communautaire à une visibilité professionnelle? C'est pas tellement le niveau artistique qui manque ici, mais les connaissances du métier. Donc, le marketing, comment se faire valoir ailleurs, faire un kit de presse, comment approcher les médias, comment trouver un distributeur, comment pousser notre carrière. Toutes ces choses-là, j'apprends à mesure, j'apprends beaucoup à mesure, mais je sais que j'ai tellement à apprendre, puis je ne sais pas où aller chercher ces ressources-là. Cette préoccupation est à l'esprit de Normand Dugas, compositeur, et de René Piché, producteur de films. J'ai l'impression que les communautés auraient intérêt à investir dans les artistes pour qu'ils puissent dire par la suite, oui, voici, je sais pas moi, Dominique Reynolds, et elle a fait du chemin, elle nous a bien représentés, et on a investi en elle. On peut dire que on était partie prenante du développement de sa carrière et tout ce qui s'en fait. Ça pose la grande question. Je pense que les communautés comme les nôtres n'ont pas encore compris la place de la culture et des artistes dans l'émancipation, si tu veux, puis l'atteinte de l'autosuffisance d'une communauté. Et on s'en est servi plutôt pour donner un petit spectacle annuel, là, pour qu'on se sente bien, un peu genre se récréer ensemble, mais on n'a pas compris la valeur du professionnalisme dans la culture. On laisse l'artiste à lui-même. C'est ça. Et puis, je pense qu'on n'a pas les loisirs comme minoritaires de se permettre cela en plus. Ne pas avoir ces infrastructures soulève une autre question. Les artistes francophones doivent-ils partir à Montréal? Il y a beaucoup d'opportunités que j'aurais jamais eues à Montréal parce que le marché est tellement grand que j'aurais pas pu faire certains spectacles comme ouvrir pour Laurent Jalbert, pour Nancy Dumais, pour plein d'autres artistes. Ça, c'est des opportunités que j'ai eues parce que j'étais une artiste qui était d'ici, qui était connue d'ici. Mais quand on entend parler de Daniel Lavoie, est-ce qu'il n'y a pas un petit quelque chose qu'on entend dans l'oreille qui donne un peu des idées? Ben, je sais pas, j'aimerais peut-être aller voir Daniel Lavoie. J'aimerais peut-être aller le rencontrer, puis lui parler, puis jaser un peu. Puis, ben, je l'ai déjà rencontré, mais on ne s'est pas vraiment parlé. Mais peut-être apprendre à connaître son cheminement, puis qu'est-ce que ça lui a donné, tout ça. Mais je pense pas que je voudrais déménager pour cette raison-là. Peut-être pour d'autres raisons. Est-ce que les artistes, tu penses, qui sont hors des grands centres comme les nôtres, peuvent espérer pouvoir se lancer et se donner cette distribution? Ben, je pense que c'est pas évident. Mais oui, je pense que c'est possible. Finalement, ça revient... Sans s'exiler? Sans s'exiler, non. Ben, c'est-à-dire, tu sais, je sais pas, moi, s'exiler, ça dépend de ce qu'on entend par s'exiler. Je pense que des artistes comme même, par exemple, Kevin Parent ou bien Laurent Jalbert, qui viennent du Québec, qui sont près de Montréal, mais ils ont dû quand même passer du temps à Montréal parce que c'est là où ça se passe. Oui, les émissions de radio, les émissions de télévision, les entrevues, il faut être là sur place, disponible à répondre à l'appel des médias pour se faire connaître. Alors, c'est sûr qu'il y a une période de temps pendant laquelle les artistes doivent faire ça. Est-ce qu'on appelle ça s'exiler? Je ne sais pas. Être vu est en fait un problème qui touche les artistes comme les communautés. C'est le problème du monde des communications où souvent les jeunes et les moins jeunes s'identifient ou perçoivent le monde par le biais de la télévision. Pour les communautés minoritaires, le défi de se faire voir est réel. Tous les pouvoirs de décision dans le domaine de la radio, de la télévision,
les choses étant ce qu'elles sont dans les grands centres. Et pour les francophones, habituellement, c'est à Montréal. On ne se voit pas à la télévision, dans les médias francophones nationaux, on ne se voit pas beaucoup. On ne se voit pas dans les livres d'histoire du Québec. Quand j'étais à la CFA, j'avais dit à Claude Ryan, il faut absolument que nous soyons dans vos livres d'histoire. Il faut qu'on parle de nous, comme les francophones de l'Ouest, dans vos livres d'histoire. Et puis, c'est difficile. On a l'impression d'être invisible. On a l'impression de ne pas exister. Invisible? Pas tout à fait. Pour Roger Léveillé et Lise Gabory-Diallo, poète, il est essentiel de changer les perceptions et les attitudes. Je pense qu'il y a un mythe qu'il faut éclaircir dans un sens, c'est lorsqu'on pense aux minorités franco-canadiennes, on pense à une diaspora québécoise. Mais il n'y a rien qui est plus loin de la vérité que ça. Je me souviens déjà au 19e siècle, il y a des Franco-Ontariens qui s'identifiaient comme une minorité francophone distincte de celle qui était au Québec, des Acadiens, puis évidemment de l'Ouest. Et puis on sait que les Acadiens étaient là avant les Québécois. Et puis dans l'Ouest canadien, de façon générale, au Manitoba, en tous les cas, ça n'a pas été fondé par des Québécois qui ont quitté le Québec et sont venus s'installer ici. Je veux dire, c'était fondé par des coureurs de bois, par les Métis. Et puis ensuite, lorsqu'on a essayé de faire une immigration, à cette époque-là, au 19e siècle, le Québec a très peu répondu, de telle sorte que le clergé est allé faire appel en France, dans des communautés françaises, en Belgique, en Suisse. Et le Manitoba français était fondé en grande partie par ces gens-là. Alors, à l'échelle du pays, les minorités francophones se pensent comme une grande famille canadienne-française dans laquelle on inclut peut-être, nous, le Québec. Le Québec, s'il veut s'inclure ou non, c'est leur choix. Mais nous, on n'est pas des Québécois oubliés ou qui se sont oubliés. Pas plus que les Québécois sont des Français qui sont oubliés, qui se sont oubliés. À l'extérieur, si on va au Québec, par exemple, on nous dit qu'est-ce que vous faites là-bas? Vous n'avez qu'à rentrer chez nous, au Québec. Vous êtes Québécois d'origine. Puis on nous pose quelques questions. Ou bien si on va en France, mais vous n'êtes pas Québécois, vous avez un accent différent. Alors c'est toujours la difficulté de nous placer. On ne sait pas exactement où nous devrions être. Et puis on se demande des fois, est-ce qu'on a le droit d'exister? Est-ce qu'on mérite d'exister? Est-ce qu'on a notre place finalement? Et puis oui, on a une place, c'est juste les autres ne la connaissent pas et ne nous connaissent pas. On est vraiment une minorité francophone très mal connue. Parce que quand on parle des minorités francophones canadiennes, c'est l'Acadie, le Québec et un peu plus maintenant l'Ontario français. Mais l'Ouest, c'est toujours les fameuses expressions genre des cadavres encore chauds, ou bien... c'est très pessimiste comme expression, n'est-ce pas? On nous perçoit vraiment comme moribonds. Un des plus grands défis semble être l'accès à l'ensemble de la francophonie. Il faut être présent, on n'a pas le choix. Et si on n'invente pas les moyens d'être présent et d'y participer, eh bien, ce n'est pas les autres qui vont nous les donner comme ça, gratuitement. Il faut que le marché s'ouvre. C'est dans notre intérêt en tant qu'artiste, qu'on soit entendu et qu'on soit vu ailleurs que dans notre petit patelin. Parce que sinon, à quoi ça sert? C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des réseaux pour que les artistes soient diffusés. Et je pense qu'on a beaucoup à offrir en tant que franco-colombien à tout ce qui se passe en francophonie, dans la francophonie internationale. Je pense qu'on a notre place. Et oui, il est nécessaire non seulement de circuler dans notre pays, dans notre propre pays, ce qui est des fois un grand défi, comme je le disais tout à l'heure. Et puis là, on s'adresse aux agences gouvernementales, on s'adresse aux diffuseurs, on s'adresse à ceux qui n'osent pas prendre de risques. Tant que les diffuseurs du Canada ne prendront pas tous ces risques-là, eh bien, ce sera difficile pour nous d'avoir notre place dans la francophonie internationale. Un pays, c'est tout ce qu'on aime. Ainsi, notre pays à nous, c'est la langue que nous parlons. C'est la voix de notre mère, c'est la voix de notre père, le chant et la musique de notre communauté.
Un pays, c'est aussi le paysage dans lequel nous avons grandi. Ici, nous sommes fils et filles de la terre. Nous appartenons au ciel immense dans lequel nous nous balancions si haut, si haut. Et nous sommes le vent, nous sommes la mer, nous sommes de la plaine et du soleil d'été, nous sommes faits de neige et de temps glacé. Un pays, c'est ce que l'on vit et les souvenirs qu'on en garde. Un pays, c'est l'héritage que l'on reçoit et celui que l'on donne. Dans cette terre de l'Ouest, nos ancêtres ont aussi semé une façon d'être, de se voir et de se dire. Nous sommes la récolte. Voilà ce que nous sommes et maintenant, qu'allons-nous devenir?